soirée tout en économie, tout en pédagogie, tout en actualité nationale et internationale. On va le voir avec notre invité François Langlais, qu'on ne présente plus, journaliste économique, qui va évidemment nous donner son appréciation de la situation économique nationale, la situation géopolitique. Je vais l'inviter à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. François Langlais. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous. Merci de l'invitation, cher Rodolphe, merci Olivier de l'introduction. Au fond, la thèse que je vais développer devant vous, elle touche plus à la géopolitique qu'à l'économie, encore que justement, le fait majeur d'aujourd'hui, c'est que la géopolitique surdétermine tout, y compris, et probablement surtout, l'économie. Au fond, on est tous un peu dans le même état, c'est-à-dire qu'on a vu se succéder un certain nombre de crises depuis quelques années qui sont tombées comme des météores dans le jardin et avec une régularité désarmante. On s'est dit, mais au fond, notamment par rapport aux 30 ou 40 années qui avaient précédé, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? La thèse que je soutiens, sur laquelle je suis en train de travailler, j'ai écrit un livre là-dessus, et dont je vais vous livrer l'essentiel, c'est que finalement, la plupart de ces crises sont liées les unes aux autres parce qu'elles remontent à une origine commune et que ça tient au maître du monde. Il y a toujours, à toute époque, un maître du monde, un pays qui surplombe tous les autres et qui entretient un ordre mondial parce qu'il y a intérêt, s'il ne le fait pas par philanthropie, mais notamment en matière commerciale d'ailleurs. Il contribue à sécuriser les routes, il contribue à définir un certain nombre de normes communes dans les échanges, il émet la monnaie mondiale. Et c'est généralement, évidemment, l'économie la plus puissante. C'était, bien sûr, les États-Unis depuis presque 100 ans, au fond, depuis la Première Guerre mondiale. Les États-Unis avaient succédé au Royaume-Uni, qui avait dominé le 19e siècle, et notamment la mer. Les États-Unis eux-mêmes avaient succédé après un siècle de domination française. Et puis auparavant, il y avait eu les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, puis l'Italie. Le cycle est curieusement toujours de la même durée, c'est un siècle à peu près. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que nous ne sommes pas au terme du siècle américain ? Ce qui légitime cette question, c'est l'attitude, au fond, de Donald Trump, qui récuse cet ordre mondial, ne veut plus le prendre en charge, parce que au fond, les États-Unis, il y a deux raisons qui l'expliquent. D'abord, il arrive aux États-Unis ce qui arrive généralement aux empires en fin de période, c'est ce que l'historien Paul Kennedy appelle la surexposition impériale. C'est-à-dire que le maître du monde n'a plus les moyens politiques, budgétaire d'assumer cet ordre mondial. Politique parce que les citoyens ne veulent plus que le pays aille ferrailler aux quatre coins du monde, et budgétaire parce que justement la richesse relative du pays s'amenuise, notamment face aux concurrents. La deuxième raison, c'est bien sûr l'émergence d'un concurrent extraordinaire, c'est la Chine. Je n'ai pas besoin de vous refaire l'histoire des 50 dernières années pour que nous tombions d'accord sur le fait que jamais il n'y a eu un rattrapage économique de cette taille, de cette ampleur. C'est sans précédent. Vous savez, il y a un macroéconomiste qui s'appelait Madison et qui a passé sa vie à recalculer tous les PIB de tous les pays du monde depuis l'an 1000. Alors évidemment, il n'y avait pas de statistiques, mais il a travaillé à partir des contrats commerciaux, etc. Et il montre très bien que la Chine a été la première puissance mondiale pendant des siècles. Ça s'est détérioré au milieu du 19e siècle. Grosso modo, 1842, le traité de Nankin, par lequel on a ouvert la guerre de l'opium. Et puis, la Chine tombe à 4% du PIB mondial. Ça dure en gros un siècle, jusqu'en 1949, l'arrivée de Mao Tse-tung. Ça ne bouge pas pendant la révolution culturelle. Et puis, les réformes arrivent, Deng Xiaoping en 1979, et la Chine décolle. Elle passe de 4 à 20% du PIB mondial. Donc, la stratégie de Trump, là-dedans, c'est finalement assez intelligente. Parce que c'est la stratégie qu'on peut appeler MAGA, Make America Great Again. Au fond, c'est de maximiser les avantages relatifs du pays sans avoir à entretenir un ordre mondial parce qu'il est trop coûteux. C'est une stratégie qui offre, selon lui, et c'est assez rationnel,
le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qui permet de maintenir la prévalence américaine, mais sans pour autant avoir assumé les coûts. D'un certain côté, c'est l'attitude du déclin. Hein. C'est-à-dire, ça n'est plus justement l'attitude impériale que nous avions connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais de l'autre, c'est une stratégie très rationnelle et qui profite évidemment aux États-Unis. Côté chinois, cette stratégie, elle offre un certain nombre d'inconvénients, mais aussi un grand avantage, c'est que justement, ça laisse un espace stratégique très important pour que la Chine se présente comme le camp du raisonnable, le camp de l'ordre précisément, le camp, par exemple, de la lutte contre le changement climatique, pour essayer de rallier à elle un certain nombre de pays autour de l'idée qu'elle se fait de l'ordre mondial. Et on voit bien que la Chine est tentée par ce positionnement-là face à Trump qui, lui, défend d'abord les intérêts de l'Amérique. Tout ça pour dire que, plus que jamais, le fait majeur, c'est la confrontation Chine-États-Unis et que nous pourrions être dans la période de transition entre les deux règnes. Qui va gagner cette confrontation ? Ça serait très spéculatif de le dire. En même temps, on peut voir que la Chine a évidemment des avantages économiques, technologiques, même militaires, maritimes très importants. Pour autant, elle conserve une vulnérabilité très importante, c'est la démographie. Vous savez ça. Il y a un chiffre qu'il faut retenir. Chaque année, en Chine, il y a 8 millions d'actifs en moins. Donc le nombre des actifs, c'est le déterminant principal de la puissance économique, évidemment. Alors vous allez me dire, il y a du stock, c'est vrai. Il reste quand même quelques 800 ou 850 millions d'actifs chinois aujourd'hui, mais ça diminue à grande vitesse. Et de l'autre côté, l'Amérique, qu'on pourrait pressentir comme perdante, garde des atouts considérables en termes technologiques, de vitalité économique, de capacité à attirer les talents, de capacité à attirer aussi les capitaux. Donc il est très probable qu'on soit dans cette période de transition pendant un bon moment. C'est une période dangereuse si on regarde justement ce qui s'est passé dans les précédents cycles. C'est toujours au moment des transitions que se révèlent les conflits régionaux, que les méchants ressortent de leur terrier, parce que justement, la menace de la superpuissance n'est plus si forte que ça les contraigne justement à oublier leurs revendications. Bon, on en voit l'expression, j'allais dire presque quotidienne, mais les conflits ukrainiens sont de cet ordre-là. C'est vrai que l'aventure poutinienne, elle a commencé il y a plus de 10 ans, mais elle a gagné en intensité avec l'invasion de l'Ukraine. C'est quand même très probablement lié au fait que l'Amérique se soit retirée un peu des affaires mondiales et qu'elle ait envoyé ces signaux avec pas mal de consistance, au fond d'Obama à Trump, en passant par Biden, avec le sentiment qu'ont pu avoir justement les Poutine, les Kim et autres, qu'ils ne seraient pas punis pour leurs expéditions visant à regagner du territoire, à reconstituer leurs empires. Donc c'est une période dangereuse et qui contraste beaucoup avec la période d'avant, entre la chute du mur et puis la guerre d'Ukraine, qui était une période de calme relatif. Alors pour nous, cette période de 35 ans, elle nous paraît comme être le monde normal. En réalité, quand on regarde, qu'on élargit la focale, le monde normal, c'est maintenant. Nous sortons d'une parenthèse, comme il y en a une par siècle, où justement le maître du monde avait une prévalence considérable, c'était l'hyperpuissance américaine, le terme est d'Hubert Védrine, la seule, et tellement armée au plan économique et militaire que finalement, elle imposait son ordre sans difficulté. Et c'était une période de calme géopolitique tout à fait exceptionnelle. C'est fini, je crois, c'est terminé. Justement, la guerre d'Ukraine a sonné un peu la fin de cette période-là pour les raisons qu'on évoquait, c'est-à-dire le retrait du maître du monde. Ça a une conséquence économique considérable qu'on sous-estime, c'est que il ne peut y avoir de mondialisation que lorsqu'il y a un maître du monde parfaitement installé, affirmé et non contesté. Justement parce que c'est lui qui fait taire
les méchants et qui fait disparaître le risque géopolitique, ce qui permet aux entreprises de s'élancer aux quatre coins du monde pour faire fabriquer là où c'est le plus intéressant, pour aller vendre là où il y a des consommateurs. C'est ce qu'on a vécu entre la chute du mur et la guerre d'Ukraine. Et c'est assez intéressant de noter que la dernière grande période de mondialisation que nous avons connue, c'était justement la période de la prévalence britannique, le règne de la reine Victoria, où c'était le Royaume-Uni qui était dans la position des États-Unis que nous avons connue dans les 35 dernières années. Et c'était une période qui ressemblait beaucoup à celle que nous avons vécue et de laquelle nous sommes sortis, où on a vu, là aussi, on a toujours l'impression, vous savez, de vivre la mondialisation la plus avancée, etc. Quand on lit l'histoire entre 1870 et 1914, on se rend compte que, et notamment les pages écrites par Keynes sur la vie quotidienne d'un citoyen fortuné britannique qui pouvait faire venir sur son palier la quasi-totalité des produits du monde, qui pouvait partir du jour au lendemain dans la quasi-totalité des pays du monde et avoir accès à sa fortune pour pouvoir la dépenser où il l'entendait. On était dans un monde de liberté totale pour les personnes, pour les capitaux, pour les biens. Et puis la guerre de 14 a mis le terme à cela, bien sûr, l'entre-deux-guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu presque 80 ans pour reconstruire cet espace de liberté pour les capitaux, les hommes et les marchandises. Et ça s'est fait à nouveau sous l'égide d'une superpuissance prévalente qui était cette fois-ci les États-Unis. Ça veut dire, si on tire le fil, que nous entrons dans une période de fragmentation de la mondialisation et que finalement, probablement, des zones économiques impériales, en quelque sorte, vont se constituer en suivant les lignes de fracture géopolitique, parce que chaque empire aura tendance à essayer de reconstituer sa banlieue stratégique et d'organiser l'économie au sein de cet espace. On voit ça observer, on observe ça déjà. Moi-même qui suis, disons, un observateur, je dirais, attentif de l'économie, je suis surpris par la vitesse à laquelle ça va. Et ça commence à se traduire par quelque chose qui était impensable il y a encore 5 ans, c'est que les chaînes de valeurs internationales se réorganisent aussi en fonction de critères géopolitiques. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'Apple, qui a construit sa fortune avec justement la localisation de sa production quasi intégrale en Chine, et avec une stratégie extrêmement intelligente, extrêmement coûteuse, extrêmement longue à mettre en place. Ça a été une quinzaine d'années et des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans l'outil de production d'Apple en Chine. Et aujourd'hui, Apple est contraint par justement la rivalité entre la Chine et les États-Unis de changer de pied. Alors, il a déporté une partie de sa production en Inde, comme vous le savez. 15% des iPhones sont désormais faits là-bas. Mais Trump juge que ça n'est pas suffisant et voudrait qu'il rapatrie la production aux États-Unis, avec les conséquences en termes de coûts qui seraient évidemment considérables. Ce monde qui s'ouvre d'une mondialisation plus fragmentée, c'est pas forcément un monde noir, parce que d'abord, évidemment, les échanges subsistent, et là, je crois que vous êtes les mieux placés pour le voir, pour le savoir. Et puis, on peut imaginer qu'il va se traduire aussi par un certain nombre de relocalisations, pas de tout, loin s'en faut, parce qu'on a perdu les compétences, les savoir-faire, mais en tout cas, par une réorganisation de l'économie autour des alliances géopolitiques. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. La suite du film, je pense que l'économie va changer bien davantage qu'on ne l'imagine. Un monde plus cloisonné, c'est quand même un monde plus inflationniste. En fait, ce qui a tué l'inflation, c'est pas Paul Volcker, les banques centrales, c'est la chute du mur de Berlin et l'arrivée de la Chine dans l'économie mondiale, qui a permis justement qu'on fabrique au meilleur coût les produits industriels. À partir du moment où la Terre n'est plus plate, vous vous souvenez de ce titre d'un livre de Thomas Friedman, éditorialiste du New York Times, The world is flat, et elle ne l'est plus, c'est-à-dire qu'on voit des aspérités apparaître, des frontières géopolitiques. À partir du moment où la Terre n'est plus plate, nous n'aurons plus la possibilité de fabriquer au meilleur prix, parce que nous allons devoir fabriquer là où c'est le plus sûr pour nous, pour l'approvisionnement. Et c'est un changement de paradigme complet, parce que jusqu'ici, ce qui prévalait, c'était l'intérêt du consommateur,
et aussi celui de l'actionnaire. Consommateurs et actionnaires ont été les deux grands gagnants de cette grande parenthèse de mondialisation paisible, mais probablement ils vont perdre des plumes dans la période qui s'ouvre, et on peut penser que le troisième larron, le salarié, lui, en retrouvera, parce qu'il est quand même vraisemblable que se produisent un certain nombre de relocalisations. On peut imaginer aussi que la libre circulation des capitaux va être, elle aussi, entravée. J'ai du mal à penser qu'on puisse... on pourra encore dans 5 ans basculer son argent librement comme on peut le faire aujourd'hui. C'est une invention relativement récente. Il ne faut pas l'oublier, jusqu'en 1990, le contrôle des capitaux en Europe était là. Et moi, j'ai habité en Chine dans les années 80. J'avais un carnet de chèques en francs convertibles. C'est-à-dire, on ne pouvait pas sortir de l'argent du pays. Et nous avons pris l'habitude de considérer que la liberté était évidente. Je ne pense pas. Je pense que ça sera remis en cause justement par le fractionnement du monde, mais qu'on peut très bien vivre comme ça. Nos prédécesseurs l'ont fait, c'est juste un changement de règle. De la même façon, le rôle des banques centrales sera, je crois, revisité de façon assez profonde, d'abord aux États-Unis, comme toujours, et ensuite ailleurs, parce que souvent nous suivons quand même. Je termine avec quelques mots sur l'Europe, et puis on prolongera avec Olivier, bien sûr. En réalité, l'Europe a été la grande gagnante de la grande parenthèse entre la chute du mur et la guerre d'Ukraine, parce que justement, d'abord, elle a pu se réunifier avec les pays de l'Est, l'Allemagne a pu se réunifier, bien sûr, à la faveur de cette détente tout à fait inhabituelle. Ensuite, parce que justement la mondialisation lui a permis de développer son commerce. Le poids du commerce en Europe est passé de 25% du PIB à 40% du PIB sur ces 30 ans. Grâce en grande partie, comme vous le savez, à l'Allemagne, mais pas seulement. Ça, c'est probablement remis en question. Et puis, évidemment, il y a la question de la stratégie de puissance. Nous entrons dans un monde de confrontation entre les grandes puissances. Et il faut, pour cela, avoir à la fois de la détermination et des moyens. Les moyens, l'Europe n'en a pas partout, et ça nous amènera à la situation française probablement. Donc elle est handicapée à ce sujet, mais c'est surtout la détermination, moi, qui me semble être un élément important. L'Europe ne se voit pas comme une puissance, elle s'est construite sur la négation des frontières, et elle a beaucoup de mal à revenir là-dessus, c'est-à-dire à imaginer que justement certaines frontières doivent être défendues, protégées, parce que c'est la demande politique du moment et qu'il faut s'y soumettre de toute façon, faute de quoi on est balayé. Je parle des gouvernements ou des hauts fonctionnaires. Donc elle est dans un état mental, psychologique, idéologique qui n'est pas du tout adapté au monde qui se prépare, je crois, contrairement évidemment aux États-Unis et à la Chine qui sont pleine bille dedans. Donc c'est le principal handicap. Je pense que les moyens sont même secondaires par rapport à la détermination et par rapport à la compréhension de l'environnement qui est déterminante. Pour autant, c'est pas perdu. Il faut espérer que ça va pas prendre trop de temps. Je regardais les chiffres là, les jours derniers, parce que justement, je termine ce livre. Et je lisais ce que je n'avais jamais fait, le rapport Draghi, vous savez, fait par l'ancien patron de la Banque Centrale Européenne, qui est très intéressant, mais qui est assez flippant quand même, parce que... Et alors, il pointe notamment le fait que l'écart de PIB par tête entre les États-Unis était en 2002 de 15%, entre les États-Unis et l'Europe était de 15% en 2002, il est de 30% aujourd'hui. La productivité d'un Européen par rapport à celle d'un Américain, au début du XXe siècle, elle est de l'ordre de 70%, parce que l'industrie américaine est en pleine vitalité, elle est très bien équipée, elle est entièrement électrifiée, parce que c'est une industrie jeune. Et puis, bon, évidemment, interviennent les deux guerres. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un Européen représente 22% seulement de la productivité américaine, parce que l'Europe est détruite, évidemment. Et puis, on remonte progressivement, et on arrive quasiment à la rejoindre aux alentours de l'an 2000. On est à 95% de la productivité américaine, tous Européens confondus. Nous sommes retombés aujourd'hui à 80%.
80%, alors que sur le plan de la démographie, qui est l'autre déterminant de la croissance, nous commençons aussi à perdre des actifs de façon encore relativement marginale, mais avec une tendance qui va s'accentuer dans les années qui viennent. Donc, tout ça pour dire que nous n'avons pas l'attitude mentale à mon avis, apte au nouveau monde, et que nous avons de surcroît des vents de face qui sont assez importants. Alors, c'est le donné. On a vu, évidemment, dans l'histoire des pays, souvent des renaissances à partir de crises. On n'est probablement pas loin de ce moment-là en Europe, et peut-être, je l'espère, en France, en tout cas. Mais si on a un regard, je dirais, objectif sur la situation, on voit quand même qu'il y a du travail à faire chez nous, notamment dans l'augmentation de la productivité et l'augmentation du travail. On ne travaille pas assez. Ça, c'est le déterminant fondamental. Et le travail étant évidemment multiplié par la démographie, mais je ne dis pas que chacun d'entre nous ne travaille pas assez, il n'y a pas assez de gens au travail, c'est plutôt ça le problème. Donc il va falloir qu'on traite ces problèmes-là. À partir de cela, quand on voit ce qui s'est passé dans l'histoire, elle ne se reproduit pas de façon mécanique évidemment, mais je pense, en tant qu'observateur des sociétés, que finalement, ce qui ne change pas est plus important que ce qui change. Quand on voit les précédentes transitions, justement, de maîtres du monde, c'est toujours l'occasion de bouleversements assez difficile, notamment dans la phase finale dans laquelle nous sommes probablement, où s'exprime justement le ressentiment contre le maître du monde et les désirs de conquête. Mais derrière, en général, une fois que le maître du monde est réinstallé, qu'il peut justement à nouveau sécuriser les routes, émettre la monnaie mondiale, définir un langage mondial pour les échanges, en général, se déroule alors une longue période de croissance. C'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous remercie de votre patience. Merci beaucoup, François, je vous en prie. Merci beaucoup, François Langlais. On va évidemment revenir sur quelques-uns des sujets et probablement aller dans le prolongement de ces sujets pendant une vingtaine de minutes avant de laisser la parole au public. Vous avez évoqué une période dangereuse. Nous savons qu'en France, la période est instable. Que vaut-il mieux, l'instabilité ou le danger ? Je pense que les deux concepts se rejoignent. Oui, probablement. C'est-à-dire que l'un des aspects du danger, c'est la fragilité des gouvernements démocratiques. Pour une double raison. D'abord parce qu'il y a une espèce de fatigue de la démocratie qui s'est installée, parce qu'elle est vue comme moins efficace que les régimes autoritaires. C'est quelque chose qu'on voit réapparaître régulièrement dans l'histoire. On l'a vu entre les deux guerres, on l'a vu au XIXe siècle aussi. Il y a toujours un moment où les démocraties doutent d'elles-mêmes. C'est leur noblesse aussi. Que de provoquer cette remise en cause, qui est généralement d'ailleurs déclenchée par la montée des populistes. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Les populistes, je n'ai pas besoin de faire de dessin, ils sont partout en Europe. Donc ça, c'est le danger, je dirais, principal, c'est que nous doutions de nous-mêmes sur la stabilité politique, et ce qui fait que notre voix n'est pas audible dans le concert mondial, et ça contribue à l'instabilité. On voit bien que l'Europe a du mal à jouer un rôle diplomatique en ce moment. Alors c'est évidemment lié à la personnalité de Trump qui est écrasante, qui a une vision très, très ferme, très, très affirmée, très claire, et je le pense très intelligente, vraiment. Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas non plus penser d'ailleurs que ça reviendra à l'état normal après Trump. Trump inaugure, je pense, une période justement de changement de positionnement de l'Amérique. Il serait trop simple de penser donc qu'il n'est pas intelligent et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Honnêtement, ça serait dangereux et je pense complètement contre-productif. Et non, les changements du monde, c'est pas parce qu'ils sont désagréables qu'ils se produisent pas. Il vaut mieux les accepter. C'est comme dans une entreprise ou comme dans des crises personnelles. On a toujours, quand on vit une crise personnelle ou une crise collective, l'envie de revenir au monde d'avant. Et finalement, on s'y colle.
et puis on passe le cap, et je pense que c'est ce qui va se passer. Alors parlons de cap dans ces cas-là. Le 15 juillet, le Premier ministre François Bayrou doit annoncer son cap budgétaire des économies de 40 milliards. Est-ce que vous en attendez, vous, quelque chose ? Rien du tout. Ah, c'est bien, c'est clair, oui. Mais un peu plus sinon Franchement, je n'en attends rien, car il n'en sortira rien. Et c'est pas possible qu'on fasse 40 milliards d'économies dans la configuration politique. Nous sommes... en fait, vous savez, on parle de l'année blanche. L'année blanche, c'est autre chose. C'est l'année blanche parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de directive. Donc, on va arriver à rabioter quelques milliards par-ci, par-là. Mais ça ne sera pas assez. Et surtout, ça va se faire sans que... Ça va se faire de façon la plus bête possible, c'est-à-dire sans ouvrir le capot pour démonter le moteur et essayer d'identifier là où on pourrait gagner en supprimant telle ou telle pièce. Donc, au mieux, ça permet de passer le cap du budget. C'est très spéculatif parce que on va être à l'automne dans la période dangereuse pour le coup où je pense que l'incitation à la censure ou à la dissolution va être la plus forte. Donc ça va être tentant pour les uns ou pour les autres de tirer le tapis. Une fois qu'on aura passé ce cap-là, l'incitation sera plus faible parce que la plupart des partis ou des candidats potentiels à l'élection présidentielle auront intérêt à laisser passer les municipales, puis après déclencher une campagne présidentielle. Mais juste avant, on est un peu dans le détroit entre Charybde et Scylla, quoi, le plus dangereux. Mais pour revenir aux affaires budgétaires... Quelle ligne doit-il prendre, selon vous ? Parce que dans notre journal, La Provence, dimanche matin, Eric Lombard, ministre de l'économie et des finances, nous dit dans une interview, nous ne créerons pas d'impôts. Il n'y aura pas d'impôts. On vous le garantit. Comment on fait alors ? Je l'ai vu avant-hier. Et donc, il me dit ça aussi. Et puis, il me dit, voilà, on va supprimer telle niche fiscale. On va peut-être geler le barème de l'impôt sur le revenu. Je lui dis, mais c'est quand même des augmentations. Il dit non, c'est pas la même chose. On augmente les recettes fiscales et pas les impôts. Je vois pas la différence. Honnêtement, je suis peut-être un esprit limité. Ah non, parce que si vous ne les voyez pas la différence, je ne sais pas si les Français verront complètement la différence. Quand on augmente les recettes fiscales, on augmente les impôts. Alors vous avez différentes façons de le faire. Vous pouvez augmenter les taux faciaux ou bien limiter les niches. Dans les deux cas, ça produit le même effet. Ça prélève de la ressource sur le secteur privé pour le mettre dans le tonneau des Danaïdes du secteur public. Et je suis désolé, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. Dans l'idéal, dans le monde idéal, mais il n'y a pas de raison de renoncer au monde idéal quand on se penche sur ces questions, eh bien on audite les dépenses publiques de l'État un peu plus sérieusement. Et Dieu sait qu'il y a des chapitres entiers de dépenses sur, je ne sais pas quoi, les MaPrimeRénov', les Ségur de la santé, où on a littéralement jeté l'argent par les fenêtres en donnant, pour se désendetter, de l'argent à des hôpitaux qui n'en avaient pas besoin. Et au contraire, en laissant ceux qui en avaient besoin dans les difficultés, il y a un problème de management de la ressource publique au sein de l'État qui me semble devoir être traité, sinon avant, du moins simultanément à une opération d'économie d'envergure. MaPrimeRénov', vous dites d'ailleurs que c'est un dispositif qui concentre toutes les absurdités. Bon, ok, mais la réalité, c'est qu'on ne cesse d'expliquer que l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique, c'est important. Agnès Pannier-Runacher était aux rencontres économiques d'Aix. C'est ce qu'elle a défendu. Et à la fois, tous les dispositifs sont remis en question ces derniers mois. Non, c'est vrai, Olivier, mais c'est pas tant le principe que les modalités qui sont problématiques. Ce truc-là, je vous parle de mémoire, mais j'ai fait 10 chroniques là-dessus. Pour autant que je me souvienne, dans la version, pas la dernière, mais celle d'avant, il y avait 84 plafonds de revenus différents pour les demandeurs de l'aide en fonction de l'endroit où ils habitaient, de leur niveau de revenus, de leur nombre d'enfants, de la taille de leurs chaussures. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, bon, alors vous allez me dire, c'est peut-être pas des sommes considérables, mais
il faut quand même des gens pour concevoir ce truc, puis après des gens pour le contrôler. C'est là où on a une mine, je pense, pour gagner en efficacité. C'est que on prend toujours les choses par la face nord, quoi. Et c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux. Prenons d'autres solutions qui sont évoquées ces derniers jours, la TVA sociale, taxer les seniors. Est-ce que ça a vocation, là aussi, à changer la donne budgétaire? Et surtout, est-ce que ce sont des éléments de vérité qu'on doit probablement dire aux Français? Est-ce que c'est pas ça la difficulté du moment, quand on est dans un monde qui va pas bien? Vous savez, la vérité, c'est que nous ne rétablirons pas les comptes publics sans une baisse du niveau de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, plus ou moins suivant son niveau de revenu, a l'équivalent d'un 13e mois de revenus grâce au déficit budgétaire. Donc je ne sais pas qui aura le courage de dire cela, qui aura l'intelligence et la capacité de l'emballer dans un projet de moyen terme, de façon à le vendre aux électeurs. J'espère que ça se produira en 2027, parce que, et d'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait même souhaiter que ça intervienne avant, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une élection présidentielle avant, pour qu'on puisse repartir au moins avec un cap clair, parce que là, nous perdons notre temps, nous perdons notre argent. Et vous noterez comme moi que tous les 3 mois, nous nous faisons dépasser par un autre pays de la zone euro en termes de taux d'intérêt, dépassé à la baisse. Ça a été le Portugal qui fait mieux que nous, ça a été l'Espagne qui fait mieux que nous, ça a été la Grèce qui fait mieux que nous, qui a diminué sa dette de 50 points de PIB. Et aujourd'hui, c'est l'Italie. Enfin, pas encore sur l'échéance à 10 ans, mais sur l'échéance à 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait que nous n'avons pas fait au-delà des comptes publics? Vous parliez tout à l'heure du travail, des retraites. En effet, quelques-uns des économistes, des candidats à la présidentielle évoquent l'idée que l'on travaille davantage demain. Mais là aussi, la réalité, c'est qu'il faut aller au bout de cette démarche et vraiment faire en sorte de remettre en question ce qui ont été des contraintes pour les chefs d'entreprise. Oui, il y a différents sujets là-dedans. Il y a bien sûr disons, l'assouplissement du marché du travail. Bon, là, pour le coup, c'est un sujet sur lequel le président actuel a fait avancer les choses au tout début de sa présidence, et même avant, d'ailleurs, parce qu'il était ministre de l'économie, comme on s'en souvient. Mais alors, il y a le sujet de la retraite. C'est vrai que c'est sidérant de voir que les débats aujourd'hui, c'est revenir à 62 ou même à 60, alors que la quantité... Vous savez, il y a un indicateur qui est le meilleur pour la compétitivité d'un pays. Vous prenez l'ensemble des heures travaillées dans un pays et vous le divisez par le nombre d'habitants, quel que soit leur âge, de 100 ans à 0. Et vous avez... en gros, une représentation du socle sur lequel on peut prélever pour redistribuer. Bon, quand on fait ce calcul, l'OCDE le fait tous les ans, on voit que la France est à 660 heures par habitant. L'Allemagne est à 720, le Royaume-Uni est à 850, les États-Unis sont à 850, la Corée est à 1100. Nous sommes le pays qui travaille, mesuré en nombre d'heures par habitant, le plus faiblement de toute la zone OCDE. Quand vous y pensez, 660 heures, pour nous, c'est en gros, qui travaillons à plein temps, c'est en gros un tiers de temps. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a un tiers de temps travaillé en France pour chacun des Français. Ça veut dire que nous, qui travaillons, nous avons sur nos épaules 2 personnes à entretenir. Un jeune qu'il faut former et un senior auquel il faut verser la retraite. C'est pas possible, les amis. C'est pas possible. Ou alors, il faudrait qu'on soit super productif et nous butons sur les limites qui sont les nôtres, sur le manque d'équipement de nouvelles technologies, que sais-je. Donc, évidemment, sur la surréglementation, sur la surimposition, tout ça pèse, alourdit la charge du gars qui travaille en fait 3 fois 660 heures pour entretenir. Je ne dis pas au sens qu'ils font rien, etc. C'est normal que les jeunes ne travaillent pas, c'est normal que les seniors ne travaillent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut bouger ce paramètre
être de 660 heures. L'un des moyens, c'est bien sûr de mettre plus de gens au travail. L'autre moyen, c'est que nous travaillions tous plus longtemps. Et pas 64, mais plutôt 66. Hein. Et certains disent 67. Mais enfin, je sais pas, c'est peut-être 67. Mais on a une démographie qui est encore relativement bonne quand on la compare à l'Italie ou à l'Allemagne. Mais en réalité, mais alors si vous voulez, on dit bah oui. Finalement, moi, ça me fait penser un peu à Byzance qui discutait du sexe des anges avant de tomber sous la férule des Turcs. Encore, c'est même d'un certain côté pire, parce que le sexe des anges, c'était tout autre chose. Les gars étaient dans leur truc, bon. Mais nous, on parle du vrai problème, mais on part de l'autre côté. C'est-à-dire, on parle du temps de travail et on dit il faut le diminuer. Comme disait... Ernest Antoine Sellière, il avait une excellente formule. Avant, nous avancions dans la mauvaise direction, maintenant, nous reculons dans la bonne. C'est un peu ça. Alors, ça me permet de faire la transition avec les rencontres économiques d'Aix. Vous y étiez, j'y étais, et on a entendu beaucoup de chefs d'entreprise, notamment Patrick Pouyanné, président de Total Energy, dire son sentiment mesuré, à la fois très engagé pour la France, très mobilisé pour le pays, et à la fois désespéré d'autant de contraintes, et de constater que les chefs d'entreprise n'ont pas le moral parce qu'on ne les accompagne pas, on ne les aide pas suffisamment à se développer, disait-il. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Est-ce que vous constatez ça en France? On a un problème à accompagner efficacement les entreprises pour qu'elles se développent. Certaines d'ailleurs préférant quitter le pays pour d'autres cieux. Oui, enfin, c'est probablement vrai, mais je pense que le problème principal, c'est ce que nous venons d'évoquer. Et si nous travaillions plus, du coup, nous prélèverions moins et les chefs d'entreprise seraient non pas plus heureux, pas seulement plus heureux, mais plus efficaces, plus productifs, plus inventifs, plus innovants. Ils parieraient probablement davantage sur la France. C'est-à-dire qu'il faut travailler les fondamentaux d'abord, si vous voulez. Et les fondamentaux, ils nous concernent tous. Ce n'est pas seulement les réglementations qui s'appliquent à telle ou telle entreprise. Et Dieu sait que Total Énergie, en matière de réglementation, s'y connaît, parce que le secteur de l'énergie est extrêmement réglementé. Mais tout ça pour dire que je crois que fondamentalement, nos crises sont auto-infligées. C'est nous qui nous les sommes infligées. C'est nos choix collectifs. Hein. Et cette affaire d'endettement qui est au fond désolante. Hein. Vous savez, il y a un chiffre simple, là aussi, comme toujours, hein, les choses les plus importantes sont les plus simples, toujours. Et donc, de 2019 à 2023, la dette publique de la zone euro a augmenté de 4 points de PIB à cause de la crise épidémique, la crise énergétique, etc. 4 points de PIB. En France, 12 points de PIB. 12. 3 fois plus. Ça fait 8 points de PIB d'écart. Si on mesure en euros, c'est 240 milliards d'euros. Et donc, c'est ça notre problème. Et pourquoi, au fond? Qu'est-ce qu'on en a fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on en a fait? C'est très intéressant. Vous regardez, en fait, le président serait là, il nous dirait... Ben oui, j'ai protégé les Français. Et c'est vrai qu'il y a eu des transferts considérables. Qu'est-ce qu'en ont fait les Français? 80 milliards d'épargne. 80 milliards par an d'épargne. Même pas de l'épargne qui part aux entreprises. C'est de l'épargne qui est mise dans les obligations d'État. Pour résumer, les Français prêtent à l'État de l'argent que l'État emprunte pour verser aux Français. Les amis, c'est les Shadocks, ça. Enfin... Et alors, il y a une part qui part à l'épargne. L'autre part, où va-t-elle? Dans les supermarchés de M. Leclerc ou bien les catalogues de Chine et de Temu. En gros, nous faisons tourner les usines chinoises en finançant ça par de la dette publique française. Donc c'est pour vous dire que je pense, pour revenir à la question qui était la vôtre, que si on tâchait d'infléchir cela, je ne dis pas de le régler, c'est des problèmes très lourds, mais d'infléchir cela, et on voit les leviers. Le travail en est un, et le travail et la fiscalité en sont deux. Le troisième, ça serait la réglementation, mais eh bien, nous pouvons espérer quand même remonter la pente. Aujourd'hui, la pente, elle est comme ça. On croise tous les Européens dans la pente, mais ils remontent et nous, on descend. Hein. Et ouais, ça m'angoisse un peu pour mes enfants, comme nous tous, quoi, parce qu'on se dit,
ce pays a quand même énormément d'atouts, des compétences excellentes, et dans les dernières années, honnêtement, on a décroché. Pour autant, si on regarde le verre à moitié plein, la France restera attractive. Des entreprises, des chercheurs étrangers, américains qu'on accueille ici en France. Alors évidemment, la politique de Trump fait beaucoup pour quitter leur pays et venir s'installer en France. Mais on a des atouts réels. On voit bien ce qui se fait sur les nouvelles technologies. Certes, on est peut-être en retard par rapport sur l'IA à la Chine, aux États-Unis, mais on arrive quand même à produire partout dans le pays, c'est le cas dans cette région, énormément. On a de belles boîtes qui s'installent, on a de la technologie, on a de l'innovation. C'est ça aussi notre pays quand même. Il n'y a pas simplement les contraintes qu'on développe depuis tout à l'heure. Non, c'est vrai, Olivier, vous avez raison, mais moi, ce qui me préoccupe, par exemple, l'histoire de Mistral, au fond, vous y faites allusion de façon implicite, le champion français, type brillant, formidable, qui a fait d'ailleurs une carrière jeune, parce que mais éblouissante aux États-Unis. Il était vraiment l'une des stars des nouvelles technologies là-bas. Il revient, il monte son truc. Parfait. Mais il se bat face à des gens qui sont financés à hauteur de dizaines de milliards. OpenAI, puis où les Chinois. DeepSeek, c'est un autre modèle. Enfin, donc, est-ce qu'on va pouvoir garder Mistral en France ? Le paradoxe, pour rester dans les histoires de Shadok, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, dans notre épargne, via nos placements, avec les fonds communs de placement, on met collectivement en Europe 300 milliards d'euros aux États-Unis. C'est une décision rationnelle, d'ailleurs. C'est parce que c'est là que la croissance est, que l'innovation se trouve, etc. C'est-à-dire que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, Mistral, pour récupérer l'argent européen, a presque intérêt à aller aux États-Unis. Parce que c'est là que l'argent qui s'investit dans les européens s'investit là. Donc, il ne s'agit pas de nier ses compétences, ce dynamisme, cette envie de réussir, mais au contraire de l'épanouir et de travailler l'environnement pour qu'il puisse s'épanouir. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Regardez les États-Unis, c'est quand même extraordinaire. Bon, on ne sera pas les États-Unis demain, mais c'est fou de voir que finalement, ce pays fonctionne comme le NBA, le basket. C'est-à-dire qu'ils parviennent à attirer les meilleurs joueurs, quelle que soit la spécialité. Vous parliez des chercheurs, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a eu une chasse aux sorcières, c'est pour ça qu'ils arrivent. Pas faux. Mettez-les dans nos universités pendant 15 jours. Avec le toit qui tombe, la clim qui ne marche pas. Enfin bon, je ne veux pas noircir le tableau, mais les universités américaines et les universités européennes, on n'est quand même pas dans le même registre. Même si on a des gens de grande qualité. Mais regardez ce qu'a dit Emmanuelle Charpentier, prix Nobel de chimie, il y a 3 ou 4 ans. Elle disait « Jamais je n'aurais pu réussir ça en France ». Elle n'est pas partie loin, d'ailleurs, elle est partie en Allemagne. Et donc ça veut dire que c'est perdu? Non, ça veut dire qu'il faut que nous regardions. C'est le benchmark. Et qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui, qui s'interrogent sur leur avenir? On leur dit surtout restez pas en France. On leur dit allez voir à l'étranger avant de revenir en France. Ça, de toute façon. Avec le risque qu'ils y restent. Ça sera jamais perdu pour. Avec le risque qu'ils y restent. Oui, mais de toute façon, ce risque, vous l'avez. Les gens sont libres, ils votent avec leurs pieds. Et moi, je préfère que mes enfants aillent passer quelques années, je sais pas où, en Asie ou aux États-Unis, et puis en réalité, ils l'ont fait. Mes enfants sont grands maintenant, ils sont tous revenus. Malgré les conseils de leur père. Mais non, je suis très content qu'ils soient revenus, évidemment. Bien sûr, ouais. Mais parce que les racines, ça compte, parce que la famille, ça compte, parce que la qualité de vie dans ce pays, ça compte, tout ça, évidemment. Mais ils ont été nourris, ils raisonnent de façon différente en comparant. Le benchmark, c'est un mot que vous connaissez tous, que nous pratiquons tous dans nos activités. C'est la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Si, comparaison est raison. Parce que justement, ça permet de mesurer les écarts. De se dire, mais Mme Charpentier, qui est partie en Allemagne, qui a réussi un truc formidable, comment elle a fait? Quel est le système qui lui a permis de trouver, de faire ces découvertes qui lui ont valu le prix Nobel? C'est là où je trouve que, et de ce point de vue, alors c'est très personnel, mais je pense que la promesse de Macron était un peu celle-là et qu'elle s'est engloutie dans les sables. Et je le regrette parce qu'il y avait dans l'élection de 2017 ces idées-là, ce dynamisme-là. Et puis tout a été un peu enseveli sous la dette publique, l'étatisme, la réglementation et les impôts, j'allais dire,
comme d'habitude. Et aussi, au fond, avant de passer aux questions de la salle, l'absence d'espoir. Est-ce qu'au fond, le problème, c'est pas que les Français n'y croient plus beaucoup? Dans d'autres pays, on croit à la victoire du pays. Dans d'autres pays, C'est on vrai. croit à la réussite de ces entreprises, Oui. de ces atouts. En France, et parfois on peut en être le relais. Bon, pour trouver quelqu'un dans la rue qui croit encore à notre pays, il faut se lever tôt quand même. 2 éléments de réponse là-dessus, Olivier. D'abord, quand nous, les Français, on tape sur la France, c'est presque avec patriotisme. C'est qu'au fond, Ah, il faut aller chercher loin quand même. Là, non oui. mais on a tellement d'attentes pour notre pays qu'on est déçu. Ouais. Ah oui, oui. Mais ça n'est pas, je pense que ça n'est pas de la, disons, du mépris de notre pays ou même de, c'est de l'amour déçu, un petit peu. On est finalement tellement exigeant pour nous-mêmes que on n'ose plus se comparer vraiment et que du coup on s'auto-dénigre. Mais c'est pas grave, ça peut s'arranger vite, ça, je pense. Et le deuxième élément, il va dans le même sens. Regarde, élargissez la focale. Voyons ce qui s'est passé il y a quelques décennies, 58. On se serait vu en 57, on aurait eu le même discours. 18 mois plus tard, le pays était remis sur pied. Il ne faut pas grand-chose. Et il faut une équipe, un message clair. Bon, alors des circonstances, justement, avec un diagnostic partagé, dont nous sommes encore, malheureusement, peut-être pas très loin, mais en tout cas, on n'y est pas encore. Mais la France s'est relevée quand même à plusieurs reprises, et dans des circonstances encore plus difficiles, quoi. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on soit beaucoup plus intelligent que nos prédécesseurs, mais il n'y a pas de raison pour qu'on soit beaucoup plus bête. Merci beaucoup. On vous applaudit. François Langlais. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions. La salle, un micro va circuler. Je vous en prie. Isabelle Saint-Vaux. Bonsoir Isabelle Savon, conseillère régionale en charge d'économie. Je voudrais savoir quelle est votre analyse sur le fait que nous soyons pour la 6e année consécutive le pays d'Europe le plus attractif en termes d'implantation de projets étrangers, alors qu'au regard des autres pays européens, on est en situation défavorable. François. Écoutez, il y a plusieurs éléments là-dessus. D'abord, c'est une bonne nouvelle, ça, hein, mais c'est des flux en termes macroéconomiques assez faibles. Hein, c'est-à-dire que ça joue à la marge. C'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Et là-dessus, le président est très constant dans son message et puis business friendly, au moins dans ses discours. Hein, et donc, tant mieux. Donc, il faut s'en féliciter. Après, il faut... Bon, c'est souvent quand même aussi avec des incitations fiscales très puissantes qui font que les règles du jeu ne sont pas tout à fait les mêmes pour les investisseurs étrangers qu'on veut solliciter et séduire que pour les entreprises françaises, et a fortiori les entreprises de taille petite ou moyenne qui n'ont pas le rapport de force en leur faveur et qui, elles, subissent le régime à la fois en termes fiscal et de réglementation, le régime commun, c'est-à-dire vraiment la grosse dose. Donc malheureusement, il y a un peu enfin, vous allez me dire, c'est pas plus mal qu'au moins il y en a certains qui profitent de conditions avantageuses, surtout s'il se pose la question d'une implantation qui peut apporter des emplois. Mais le vrai truc, ça serait de penser à toutes les entreprises comme on pense à, je ne sais pas, Microsoft ou Amazon qui veut installer un data center. Qu'on se pose la même question, qu'on mouille la chemise de la même façon pour le plombier du coin ou bien la PME du bâtiment qui a 100 personnes. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est dommage parce que... Alors, on comprend pourquoi, hein, on ne peut pas non plus être sur tous les fronts tout le temps, mais je pense que ça nous coûte en croissance quand même un peu. Merci. D'autres questions? D'autres interventions? Oui. Monsieur, et puis je vous ai vu, monsieur. Bonsoir monsieur, Randy Coty, je suis chef du service économique de l'État pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'ai trouvé l'indicateur magique des 660 heures assez intéressant. À vrai dire, je l'avais entendu de la bouche d'un professeur d'économie aux États-Unis, dans une éminente université de la côte Est, mais il en avait une interprétation assez différente de la vôtre. Son point, c'était de dire on ne peut pas tout mesurer par le PIB. Et ce qu'il y a en France, en Europe, au fond, c'est aussi la valeur de l'éducation pas chère, de la santé, d'avoir 10 ans d'espérance de vie supplémentaire, d'avoir une démocratie qui est quand même
plus fonctionnel. Et au fond, c'est vrai que dans vos propos, il y avait beaucoup les États-Unis, la Chine. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de devenir les États-Unis ou la Chine? C'est une bonne question. Il y a deux façons de la prendre. Il y a la mauvaise qui est de dire, finalement, vous soulignez un peu ce que j'ai dit aussi en disant, au fond, les Européens ne veulent pas vraiment la puissance. C'est un peu dans la lignée de ce que disait Robert Kagan. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'était un inspirateur de la famille Bush, et notamment de Bush Junior. Esprit extrêmement brillant, ce qu'on appelait les néoconservateurs. Et il a écrit un livre qui s'appelait Les Américains viennent de Mars et les Européens viennent de Vénus. Et c'est vrai, c'est vrai. Probablement aussi parce qu'on sait ce que c'est que la guerre. Hein. Non pas que les Américains ne le savent pas, mais nous, on le sait depuis des siècles, hein, puisque l'histoire du continent a été meurtrie à intervalles réguliers et relativement courts de guerres fratricides. Donc c'est sûr. L'autre aspect, vous avez raison, ça compte beaucoup, et notamment l'espérance de vie, c'est vrai, mais on pourrait faire les deux à la fois. On pourrait faire les deux à la fois. Pourquoi imaginer que nous devons abandonner l'innovation, la prospérité? Alors, vous allez me dire, le temps de travail, justement, c'est un élément de partage, parce que finalement, on ne serait pas heureux si on travaillait tout le temps. Je suis d'accord. Mais on n'est pas heureux non plus si on ne travaille pas. Et notamment cette histoire de retraite, c'est vrai que moi, ça me sidère toujours de voir les gens qui disent « Ah ouais, j'attends le drapeau à damier comme s'ils faisaient une course épuisante et qu'ils allaient enfin profiter. » Les amis, parlez à des cardiologues. Et ils vous disent ce qui se passe aussi au moment de la retraite. Il y a bon nombre de gens qui commencent à avoir des problèmes. Parce qu'en réalité, ils ne s'en rendent pas compte, mais le travail les tient, les anime, les motive, les aiguillonne, les force à sortir d'eux-mêmes. Et que c'est l'interaction avec les autres, l'interaction sociale, une interaction très importante. Tout ça pour dire que dans le monde idéal, et je ne veux pas le quitter, on pourrait à la fois manger du camembert, boire du Côte-du-Rhône, et puis avoir une économie un peu plus robuste et s'endetter un peu moins. Merci, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Clément Rossi, je suis délégué général du campus cyber Euromède ici à Marseille. Vous l'avez vu, et c'est votre postulat de base finalement, le déclin de l'hyperpuissance américaine qui est contesté par le nouvel empire chinois, mais il y en aurait d'autres, Inde, Indonésie. Finalement, ces puissances, ces empires s'affirment par un triptyque de puissance technologique, puissance militaire et puissance économique, et chacune des puissances répondant à l'autre. La question, c'est comment justement pour les entreprises appréhender cette économie de guerre ou cette transformation de la conflictualité. Il y a l'Institut Montaigne qui a sorti un papier sur le rôle nouveau des Chief Geopolitical Officers au sein des entreprises. Donc c'était une première question. Il y a une deuxième justement sur ce que vous avez dit par rapport au numérique et à Mistral, où je voulais vous interroger, c'est finalement l'Europe est une colonie numérique vassalisée américaine. Deux chiffres. C'est 450 milliards d'euros uniquement pour la France de services numériques qui partent aux États-Unis. Donc on consomme massivement des technologies et de l'usage numérique américain, ce qui renforce leur capacité d'investissement. Et justement, aux rencontres économiques d'Aix, il y a la ministre qui a sorti un baromètre, un indicateur de performance, 1%. C'est la part d'investissement, d'achat des sociétés françaises dans le numérique français. Donc comment justement on peut renverser la table et faire en sorte de s'affirmer comme puissance technologique et donc comme puissance économique. François Lorguet. Ce serait un sacré programme que de faire ça. Bien sûr, c'est l'affaire d'une génération. Il n'y a pas de silver bullet pour ça, je pense pas. Je commence par votre deuxième question. Mais l'une des clés quand même, c'est l'investissement. L'investissement public et privé. Regardez ce qui se passe dans le spatial. Vous parlez du numérique, mais on retrouve les mêmes disproportions dans le spatial. C'est même encore pire, parce que le numérique, nous n'avons jamais été bons, alors que le spatial, on a été les leaders mondiaux. Et en 30 ans, même pas. En 15 ans, on a dégringolé au point que pour lancer notre propre constellation, aujourd'hui, nous sommes dépendants du lanceur de SpaceX. Et je parle devant quelqu'un qui connaît ces sujets très bien, puisqu'il est actionnaire de Eutelsat.
Donc, la différence en matière de spatial, c'est que l'Europe investit collectivement 17 milliards par an, public, hein, pour les lancements de satellites militaires, de renseignement, etc. Les États-Unis, c'est 80. La Chine va nous dépasser cette année. Elle va faire plus de 20 milliards. Donc, il faut libérer une puissance d'investissement du côté du public. Ça veut dire se désendetter. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites la somme de ce que coûtent les intérêts de la dette et de la redistribution, à nous tous, ça dévore les marges de manœuvre de l'État en matière d'investissement pour les technologies, mais aussi, vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, le système éducatif. C'est vrai que on a l'école gratuite, mais malheureusement, le rapport qualité-prix n'est pas toujours bon, au moins pas partout, hein. Et la promesse républicaine, de ce point de vue, qui est d'offrir un système d'enseignement relativement égalitaire, eh bien, elle n'est pas respectée. Donc, et puis, côté privé, là, on retombe sur à la fois disons, la nécessité d'unifier le marché des capitaux européens. C'est toujours pas fait, hein. Il nous faut un régulateur unique. Bon, c'est quand même pas si compliqué. Enfin, je sais pas, on l'a fait pour des tas d'autres sujets. Et il nous faut un régime réglementaire et fiscal unique. On l'a fait là aussi, et je me souviens des lois Scrivener, de Madame Scrivener, c'était pas ces lois Scrivener, c'est quand elle était commissaire, elle avait, à la fin des années 80, prévu une directive pour harmoniser les régimes fiscaux de l'épargne. C'est toujours pas fait, hein. Donc, de ce point de vue, il y a des leviers identifiés. Si déjà on avait le capital qui pouvait s'investir, ça serait probablement un pas en avant. Je reviens à votre première question. C'est certain que la géopolitique est devenue un paramètre clé dans la conduite des affaires et que ça ne va faire qu'augmenter, je pense. Et on est mal habitué à ça parce qu'on a cru, pendant cette grande parenthèse que j'évoquais tout à l'heure, que l'économie surplombait tout et que la logique économique allait pouvoir s'imposer au pouvoir politique. C'est une erreur profonde. C'est comme ça, pendant les parenthèses, justement, d'une hyperpuissance politique qui élimine le risque. Mais le monde normal, ça n'est pas ça. C'est que l'économie, elle fait là où on lui dit de faire. Et que dès lors que le risque géopolitique réapparaît, c'est un risque vital. Et c'est celui-là qui prévaut. L'économie, elle doit respecter justement, y compris par la contrainte quelquefois ou par la perte. Regardez ce qui s'est passé pour tous ceux qui avaient investi en Russie. Ils sont repartis, ils ont vendu toutes leurs affaires qui valaient des milliards. Renault, justement, Total Energy, d'autres. Ils ont vendu pour 1 rouble symbolique, hein. L'illustration de la contrainte géopolitique qui s'impose à l'économie, elle est là. Et si vous me demandiez mon avis, je pense qu'il va se produire le même genre de choses avec la Chine un jour ou l'autre, immanquablement. D'ailleurs, les États-Unis, de façon très intelligente, sont en train d'essayer de déménager Taïwan aux États-Unis, hein, avec au moins un certain nombre d'usines de semi-conducteurs, ce qui n'est pas une bonne affaire pour les Taïwanais parce que c'était au fond leur assurance vie, hein. Donc, s'ils ne représentent plus cet avantage technologique critique, il n'est pas sûr que Trump vienne à leur secours quand la Chine fera un blocus pour les envahir. C'est inévitable, hein. Les Chinois sont obsédés par Taïwan. Il y a d'ailleurs des fondements géopolitiques à ça. Ce n'est pas une demande complètement saugrenue, même si on peut le regretter quand on voit ce qu'est devenu Taïwan. Mais donc, je pense qu'on se retrouvera un jour ou l'autre dans une situation comparable avec la Chine. Je suis frappé de voir, dans mes conversations avec les chefs d'entreprise, comment la désignification commence. Hein, le fait que les entreprises cherchent à se décontaminer, en quelque sorte, de la Chine. J'ai en tête le grand patron d'une très grande entreprise de défense qui me dit « Je suis en train de purger toute ma chaîne de valeur, les sous-traitants de rang 1, de rang 2 et de rang 3. » Et il m'a dit « Je vais mettre 15 ans. C'est l'affaire d'une demi-génération. » Parce que, dit-il, je ne peux pas prendre le risque d'être coincé sur l'alimentation en pièces critiques ou en matériaux critiques. Donc, ça va pénétrer, c'est déjà en train. Je suis même sidéré de la rapidité avec laquelle ça se fait, les stratégies d'approvisionnement et même de vente des entreprises, c'est sûr. Juste un mot sur justement
la guerre des puissances. Il faut revenir à Paul Kennedy. Je vous recommande ce livre qui s'appelle « Naissance et déclin des empires ». C'est magistral. Et donc, il dit bien, toute variation de la puissance économique relative, c'est-à-dire au milieu des autres, se traduit immanquablement par une variation de la puissance stratégique et militaire relative. Donc, l'économie bouge un peu, vous faites moins bien que le voisin, vous pesez moins lourd dans le jeu mondial. Et c'est documenté par ses travaux sur des siècles. Et on peut même aller plus loin. Toute variation relative de la démographie se traduit par une variation relative de l'économie. Donc, sous la puissance militaire et stratégique, vous avez l'économie. Si la Chine est aujourd'hui aussi assertive et qu'elle est aujourd'hui le seul pays qui dit non à Trump, c'est parce qu'elle a connu les 50 glorieuses, au terme desquelles, je vous le disais tout à l'heure, le PIB, le poids relatif du PIB dans le PIB mondial a explosé. Donc, sous la puissance militaire et stratégique, il y a l'économie, mais sous l'économie, il y a la démographie. Des questions sur d'autres puissances, l'Inde, l'Afrique, est-ce que ce sont des continents et territoires qui, demain, ont vocation à jouer un rôle dans cette guerre économique, l'Inde par exemple? L'Inde, c'est là, il y a une trajectoire très, très puissante, et on le voit sur l'évolution de la consommation, des modes de vie, enfin, on voit qu'il y a des poches dans le pays qui sont en train d'accéder à un niveau de vie bien différent. Mais, et je suis nourri par mon expérience chinoise, si vous voulez, quand j'ai vécu en Chine, donc c'était début des années 80, on sortait tout juste de la révolution culturelle, les réformes étaient à peine naissantes. Et c'était un pays pauvre. Je veux dire, il y avait de la terre battue dans les hôpitaux, on faisait la queue 5 heures pour avoir une orange. Mais il y avait quelque chose de très impressionnant. C'était un pays pauvre où tout le monde mangeait, tout le monde avait une éducation gratuite, tout le monde avait une santé gratuite. Et le féodalisme avait été éradiqué. C'est-à-dire que les hommes et les femmes étaient parfaitement sur une même égalité. Qu'à l'époque où j'étais, les directeurs d'administration étaient des femmes, les grandes entreprises étaient dirigées par des femmes, et les classes sociales avaient été quand même pas mal brassées par 20 ans de désastres, avec des millions de morts. Il n'y a pas une famille que j'ai connue à l'époque où il n'y avait pas eu une victime estropiée ou assassinée par les gardes rouges. Donc ça s'est payé très cher. Mais le grand avantage, et le seul, du communisme, c'est justement qu'il a construit un socle pour le miracle économique qui a été initié par le génie qui a été Deng Xiaoping. Il y avait ce socle-là, c'est-à-dire santé, alimentation, éducation pour tout le monde. Quel atout! Il n'y a pas ça en Inde. Et loin s'en faut. C'est-à-dire que je ne crois pas à un miracle économique aussi puissant que celui auquel on a assisté en Chine pour cette raison-là. Notez bien qu'on dit 1,4 million, machin, c'est maintenant le pays le plus grand du monde, sa population active progresse. Oui, sauf qu'il y a une personne sur deux qui ne travaille pas, c'est les femmes. C'est pas pareil, 1,4 million ou 700 millions. Donc, encore une fois, la croissance en ce moment est remarquable. Ils profitent beaucoup de la stratégie des boîtes américaines China Plus One. C'est ce que je racontais avec Apple tout à l'heure. Les entreprises ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, donc elles vont en Inde. Apple est en train d'investir massivement pour justement construire un environnement un peu analogue, grâce à l'aide d'ailleurs de Honda, enfin Foxconn, son sous-traitant taïwanais qui opérait en Chine. Mais donc ça, c'est un moteur puissant qui va entraîner le pays. Mais je ne suis pas sûr que ça soit aussi éblouissant que ce qu'on a vu en Chine. Sur l'Afrique, c'est très disparate. En tant que continent, au total, l'Afrique est assez peu connectée à l'économie mondiale. Mais il y a des poches de développement extraordinaires. Le Maroc est en train de connaître justement un nouvel âge d'or. Et la politique très intelligente du roi a visiblement bien réglé ça, quoi. Et bon, il y en a bien d'autres, y compris en Afrique subsaharienne. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de porter un jugement global sur l'Afrique. Une ou deux dernières questions, peut-être. Oui, monsieur, je vous en prie.
Nicolas Mascret, vice-président d'Aix-Marseille Université. Vous évoquiez l'éducation tout à l'heure. On sait qu'il va y avoir une baisse démographique. Et il y a une étude de l'école d'économie de Paris qui montre que face à cette baisse démographique, il y a 2 scénarios. Le premier scénario, on baisse le nombre d'enseignants, ce qui fait à l'horizon 2034 une baisse des recettes pour l'État de 3,4 milliards annuels. Le deuxième scénario, c'est on investit, on garde le même nombre d'enseignants, mais on diminue le nombre d'élèves par classe. Et à plus long terme que 2034, 1 euro investi rapportera à la France 9 euros grâce à l'élévation de la qualification des Français. Alors ma question, qui est sous-jacente, c'est finalement, est-ce que la temporalité économique est réellement compatible avec la temporalité politique ? Écoutez, quand on a des moyens d'investir, oui, regardez ce que fait l'Allemagne. Ils investissent 200 milliards sur 10 ans. Alors, ils ont des infrastructures qui sont dans un état très problématique. Hein. Je ne sais pas si vous avez pris le train récemment en Allemagne. 40% des trains sont en retard. Enfin, donc, et puis, il y a évidemment les questions de défense sur lesquelles ils ont un retard très important pour les raisons qu'on sait. Mais de fait, je pense qu'il n'y a pas d'opposition structurelle entre l'économie et la politique, pourvu qu'on gère l'économie avec le minimum de bon sens. Alors bon, vous allez me dire, votre position est facile, c'est celle d'un observateur. C'est vrai, hein, je ne suis pas à la manœuvre. Donc les responsables politiques ont une lourde charge. Ils doivent composer avec des intérêts contradictoires, des demandes permanentes. J'entends bien, mais c'est leur boulot de trouver ce chemin-là. Hein. Et c'est pour ça que ce qui me préoccupe d'ailleurs, ça rejoint votre question, c'est qu'au moment où nous sommes au plan budgétaire effondrés, il faut quand même appeler les choses par leur nom, hein, affaissés à tout le moins, hein, et là, le bilan de la présidence Macron est quand même édifiant, nous avons un mur d'investissement face à nous, dans l'éducation, dans la transition énergétique, évidemment, dans la défense. Hein. Donc, c'est ça qui est un peu préoccupant. Ça me fait dire que dans le meilleur des scénarios, qui est que nous prenons nos problèmes à bras-le-corps, qui ne sont pas non plus... je veux dire, c'est pas hors de portée de fusil. Hein. C'est 5 ans d'efforts. Bon, mais 5 ans d'efforts continus. Eh bien, si nous les prenons à bras-le-corps, on retrouvera une liberté pour envisager la question que vous posez, avec, sinon, des contractions, peut-être pas trop en demander, mais au moins la sérénité nécessaire pour pouvoir faire les choix sur le moyen terme. Vous ne pouvez pas nier que depuis 20 ans, on demande aux Français de faire des efforts et qu'il ne va pas le bout du tunnel quand même. On ne les fait pas, Olivier. Certes, mais le message ambiant est quand même de considérer qu'il est temps de faire des efforts. C'est vrai, mais c'est pire que tout parce qu'on a l'impression de les faire et on ne les fait pas. Et de ce point de vue, alors, vous allez me dire, c'est pas tout à fait juste, ça dépend qui, etc. C'est vrai. Puis on paye plus d'impôts qu'il y a 20 ans, hein, tous. Mais beaucoup plus. Hein. Donc, dans ce point de vue, on fait des efforts. Mais il y a quand même un grand décalage entre le discours et la réalité. Du coup, on paye 2 fois. C'est-à-dire que les efforts sont pas faits, et pour autant, on n'est pas content parce qu'on a l'impression de les faire. C'est là où le rôle du discours politique est très important.